Avez-vous déjà vu quelqu'un porter un jugement si erroné, si profondément injuste qu'il finit par détruire tout son univers? Ceci n'est pas l'histoire d'une simple erreur. C'est l'histoire d'un choix. Un choix fait dans le silence climatisé et immaculé d'une cabine première classe à 10 000 mètres d'altitude. C'est l'histoire de jumelles de 8 ans, Léa et Chloé, dont le voyage de rêve vers Paris était sur le point d'être brisé par les préjugés horribles d'une hôtesse de l'air. Mais ce que cette hôtesse, Valérie Moreau, ne savait pas, c'est que l'homme noir discret et humble qu'elle humiliait devant un avion plein d'inconnus n'avait pas simplement acheté un billet. Il possédait la compagnie aérienne entière. Et le karma qui était sur le point de se déployer n'était pas qu'une simple turbulence. C'était un ouragan corporatif qui allait entrer dans l'histoire. L'air du salon VIP privé de l'aéroport Marseille-Provence vibrait d'une énergie discrète et luxueuse. Le parfum d'espresso fraîchement préparé, de cuir capitonné et la plus légère trace de kérosène créaient un parfum de privilège pour les jumelles de 8 ans, Léa et Chloé Dubois. Cependant, le salon n'était qu'une rampe de lancement pour la véritable aventure. Elles étaient assises sur un canapé moelleux, leurs jambes trop courtes pour toucher le sol, balançant leurs pieds dans des baskets roses assorties. Leur tout nouveau carnet de voyage était ouvert sur la table basse en marbre. Les premières pages remplies de dessins au crayon de couleur représentant la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. « Papa, est-ce qu'on pourra vraiment voir tout Paris depuis la tour Eiffel ?» demanda Chloé, ses grands yeux curieux fixés sur son père. Ses tresses perlées, identiques à celles de sa sœur, cliquetaient doucement quand elle penchait la tête. Alexandre Dubois leva les yeux de sa tablette, un sourire doux adoucissant l'intensité concentrée de ses traits. À 42 ans, il possédait un calme qui commandait l'attention plus que n'importe quelle voix forte ne l'aurait jamais pu. Il portait un simple pull gris anthracite en cachemire, un pantalon sur mesure et des mocassins confortables. L'uniforme d'un homme qui n'avait plus besoin d'impressionner personne avec un costume depuis longtemps. « Nous le pourrons, ma chérie », promit-il, sa voix un baryton chaleureux et rassurant. « Nous serons si hauts que les taxis parisiens ressembleront à de petites abeilles. » « Dames abeilles », gloussa Léa, balançant ses pieds plus rapidement. « Est-ce ce qu'on pourra manger des crêpes dès qu'on arrive? Les grandes crêpes au Nutella. Les plus grandes crêpes au Nutella de tout Montmartre, confirma Alexandre, fermant sa tablette et donnant toute son attention à ses filles. Ce voyage était important. Dans les 3 années qui avaient suivi la mort de sa femme Sophie, Alexandre avait consacré son âme à 2 choses, ses filles et l'entité colossale qui s'étendait sur tout le globe qu'était Aurore Airlines. Il avait fondé la compagnie aérienne avec une vision, non seulement de luxe, mais de dignité dans les voyages. Chaque détail, de la conception ergonomique des sièges économiques au menu gastronome en première classe, était destiné à créer une expérience de confort et de respect sans faille. Mais dans le tourbillon des réunions de conseil d'administration, des négociations internationales et des acquisitions stratégiques, il craignait que les moments avec ses filles ne deviennent trop rares, trop précieux. Ce voyage à Paris était une pause délibérée. Pas d'affaire, juste un père et ses filles se reconnectant les uns avec les autres et avec le souvenir de leur mère qui adorait cette ville. Il leur avait réservé les sièges un A, un Byte et un C dans la cabine première classe du vol. Aurore Airlines 156. C'était leur première fois dans l'un de ces avions depuis qu'elles étaient assez grandes pour vraiment comprendre et être excitées par l'expérience. Ils voulaient que ce soit parfait. Un employé du salon s'approcha d'eux. « Monsieur Dubois, votre vol va commencer l'embarquement dans quelques minutes. Nous pouvons vous escorter jusqu'à la porte d'embarquement quand vous serez prêt. »« Merci, nous sommes prêts maintenant, » dit Alexandre en se levant avec fluidité. Il aida les filles avec leurs petits sacs à dos, leur excitation débordant maintenant. Alors qu'il marchait dans le terminal, Alexandre ressentit le plaisir familier et anonyme de se fondre dans la foule. Personne ici ne savait qu'il était Alexandre Dubois, le président et actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne dont les avions élégants à la queue argentée dominaient le tarmac. Il n'était qu'un père, un homme noir voyageant avec ses 2 jeunes filles. Et c'était exactement comme il le voulait. Développement la confrontation la porte 47 Byte, la file était déjà divisée. Le cordon de velours rouge séparait la voie d'embarquement prioritaire pour la première classe et la classe affaires de la file croissante pour la classe économique. À la tête de la voie prioritaire se tenait une hôtesse de l'air, une femme d'une 40aine d'années avec un carré blond strict et un badge nominatif qui indiquait Valérie Moreau. Elle se tenait avec un air d'autorité rigide. Son sourire était une fine ligne peinte qui n'atteignait pas ses yeux fatigués. Elle était le chef de cabine, la responsable principale de ce vol prestigieux entre Marseille et Paris. Et elle gérait sa cabine avec une précision militaire. Valérie regarda la famille Dubois s'approcher. Et un changement subtil, presque imperceptible, se produisit dans sa posture. Ses yeux balayèrent la tenue décontractée d'Alexandre, les baskets colorées des filles, leur énergie joyeuse et débridée.
C'était un instantané que son esprit traita en une fraction de seconde, le comparant avec une vie entière de préjugés ancrés. Cette image, pour elle, ne correspondait pas au modèle d'un passager de première classe. Alexandre tendit leurs 3 cartes d'embarquement. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. Valérie les prit sans le regarder dans les yeux, son regard fixé sur le scanner. Bip, bip, bip. La machine confirma leur numéro de siège, un A, un byte, un C. Mais la validation de la machine ne concordait pas avec l'évaluation interne de Valérie. Elle leva les yeux. Son sourire professionnel vacillant, remplacé par un air de patience forcée. « Monsieur », commença-t-elle, sa voix nette et assez forte pour que ceux à proximité l'entendent. La file d'embarquement pour la classe économique est de l'autre côté. Cette file est réservée aux passagers de première classe et de classe affaires uniquement. Le sourire d'Alexandre ne disparut pas, mais se crispa sur les bords. Il pointa doucement les cartes d'embarquement dans sa main. « Je crois que vous constaterez que ce sont des billets pour les sièges de première classe 1A, B et C. » Valérie les regarda à nouveau, comme si elle les voyait pour la première fois. L'hypothèse méprisante, si flagrante et publique, envoya une petite piqûre de colère brûlante dans la poitrine d'Alexandre. Il sentit la main de Chloé se resserrer dans la sienne. Il baissa les yeux et vit la confusion dans les yeux de sa fille. La magie du moment commençait déjà à se ternir. « Oui, je vois cela », dit lentement Valérie, lui rendant les passes avec une lenteur qui semblait être une accusation. « Comme c'est intéressant ». Ses yeux balayèrent la zone d'attente derrière eux comme si elle cherchait la vraie famille qui appartenait à ces sièges. « Eh bien, si vous voulez bien suivre la passerelle d'embarquement, l'appareil est à gauche. » Son ton était un chef-d'œuvre d'agression passive, un mélange de politesse forcée et de suspicion non dissimulée. L'implication était claire, vous avez peut-être ces billets, mais vous n'avez pas votre place ici. Alexandre prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme pour le bien de ses filles. Ce n'était qu'une employée ignorante. Il ne laisserait pas cette femme gâcher ce voyage. Merci, dit-il, sa voix égale. Venez, les filles. Il les conduisit le long de la passerelle, les bruits étouffés du terminal s'estompant derrière eux. Mais lorsqu'ils montèrent dans l'avion, ils trouvèrent Valérie Moreau qui s'était déplacée avec une rapidité surprenante et se tenait maintenant à l'entrée de la cabine première classe, les bras croisés, bloquant physiquement l'allée. Le décor était planté pour une confrontation et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. L'intérieur de l'Airbus A380 d'Aurore Airlines était la vision d'Alexandre Dubois rendue manifeste. La cabine première classe était un sanctuaire de luxe discret. Chacune des 12 suites était un pod privé de cuir crème doux, de noyer ronceux poli et d'accents en acier brossé. L'éclairage était doux, imitant une aube naturelle, et l'air était subtilement infusé d'un parfum apaisant de camomille et de lavande qu'Alexandre lui-même avait approuvé. C'était conçu pour être une étreinte accueillante. Mais la silhouette de Valérie Moreau, se tenant comme une sentinelle à l'entrée de la cabine, le transformait en forteresse. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque de préoccupation professionnelle sévère. « Monsieur, je vais devoir vous arrêter ici », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse où quelques autres passagers s'installaient déjà. Alexandre s'arrêta. Ses filles le flanquant, leur excitation maintenant complètement éteinte et remplacée par une appréhension nerveuse. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, sa patience s'amenuisant dangereusement. « Je crains qu'il n'y en ait peut-être un », répondit Valérie, ne le regardant pas, mais regardant les filles. Elle se pencha ensuite, baissant la voix jusqu'à un chuchotement conspirateur qui était paradoxalement plus insultant qu'un cri. « Écoutez, je ne sais pas comment vous avez obtenu ces billets, qu'ils aient été gagnés dans un concours ou peut-être que vous utilisez un bon d'un problème de voyage précédent. » L'insinuation flottait dans l'air, épaisse et toxique. Alexandre sentit une fureur froide monter en lui, mais il la réprima. Il ne perdrait pas son sang-froid devant ses enfants. « Nous avons acheté ces billets, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Ils sont entièrement payés. Maintenant, si vous voulez bien vous écarter, mes filles ont hâte de trouver leur siège. » Valérie ne bougea pas. Elle vit son comportement calme non pas comme une force contrôlée, mais comme une confirmation de ses soupçons. Dans son monde, les hommes puissants étaient bruyants, arrogants et généralement blancs. Le calme de cet homme était pour elle un signe de faiblesse, de quelqu'un qui savait qu'il était pris. « Monsieur, la cabine première classe a un certain niveau de conduite, un décorum. » Continua-t-elle, son regard balayant les sacs à dos colorés et les baskets des jumelles avec dédain. « C'est une zone calme pour nos clients premium, dont beaucoup travaillent ou se reposent. Je ne suis pas sûre que de jeunes enfants, surtout 2, seront capables de maintenir cette atmosphère. » C'était un mouvement d'une audace à couper le souffle. Elle était passée de la remise en question de la validité de ses billets à la remise en question du droit de ses enfants d'être là. « Mes filles, » déclara Alexandre, chaque mot maintenant un morceau de glace soigneusement taillé, sont des voyageuses expérimentées.
Elles sont mieux élevées que beaucoup d'adultes que j'ai vus dans ces cabines. Vous n'avez aucune base pour cette supposition. Du siège de D, un homme nommé Thomas Bernard, un dirigeant d'entreprise technologique de Lyon, leva les yeux de son ordinateur portable. Il avait observé l'échange avec un malaise croissant. Il voyait un père patient et deux petites filles bien élevées être bloquées par une hôtesse de l'air qui semblait déterminée à trouver un problème. Valérie, cependant, s'enfonçait davantage. Ce n'est pas une supposition. C'est mon expérience en tant que chef de cabine depuis 15 ans. Rétorqua-t-elle, sa voix montant légèrement. Et franchement, nous avons eu des problèmes avec des billets frauduleux et des escroqueries de Miles. Je dois être sûr. Avez-vous la carte de crédit qui a été utilisée pour acheter ces sièges? C'était la goutte d'eau. L'humiliation publique, les accusations sans fondement, le profilage de ses enfants. Tout cela s'était condensé en un seul point de résolution froide et dure dans l'esprit d'Alexandre. Non, dit-il simplement. Un sourire de triomphe vacilla sur le visage de Valérie. Non? Eh bien, alors je ne peux pas vous permettre de... Non, interrompit Alexandre, sa voix descendant d'une octave, coupant sa tirade avec une précision chirurgicale. Je ne vous montrerai pas ma carte de crédit. Je ne justifierai pas ma présence dans cet avion. Nous avons des cartes d'embarquement valides pour les sièges 1A, 1B et 1C. Vous les avez scannées. Nous montons dans cet avion. La seule question qui reste est de savoir si vous allez vous écarter ou si je vais devoir demander à votre commandant d'intervenir. La mention du commandant donna à Valérie un moment de pause. C'était une menace, un défi à son autorité. Les autres passagers regardaient maintenant ouvertement. Un couple âgé au siège 3A et 3B observait avec des froncements de sourcils désapprobateurs, tandis que Thomas Bernard avait complètement retiré ses écouteurs, le front plissé d'inquiétude. La cabine silencieuse était maintenant électrique de tension. Valérie ressentit une vague d'indignation. Qui cet homme pensait-il être pour la menacer dans son avion? Elle prit une décision. Elle ne reculerait pas. Elle allait appeler son bluff. Ce ne sera pas nécessaire, dit-elle en sortant une petite radio de sa ceinture. Marie, c'est Valérie. Pourriez-vous s'il vous plaît venir à l'office avant? J'ai une divergence de siège qui nécessite votre attention. Elle escaladait la situation, appelant sa supérieure immédiate, Marie Fontaine. Marie était la superviseure au sol de la porte d'embarquement, une femme connue pour son strict respect des règles et pour toujours soutenir son personnel. Léa tira sur la manche de son père. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne veut pas qu'on monte dans l'avion. Sa voix était un petit chuchotement tremblant. Et cela coupa Alexandre plus profondément que toutes les insultes de Valérie. Il s'agenouilla, tournant le dos à Valérie pour protéger ses filles de son regard hostile. Il regarda dans les yeux de Léa, puis de Chloé. « Il n'y a rien qui ne va pas chez vous, ma chérie, » dit-il doucement mais fermement. « Absolument rien. Cette dame passe juste une très mauvaise journée et fait une grosse erreur. Nous allons nous asseoir dans nos sièges et nous allons voler jusqu'à Paris et passer le meilleur moment. Je vous le promets. » Il se releva juste au moment où Marie Fontaine arrivait, une femme à l'air harassé avec un presse-papier et une expression impatiente. Elle monta dans l'avion, ses yeux trouvant immédiatement Valérie. « Quel est le problème, Valérie? Nous sommes sur un calendrier serré. » Valérie fit un geste vers Alexandre. Ce monsieur et ses enfants détiennent des billets de première classe, mais leur présence ici semble irrégulière. Il n'a pas pu produire la carte de crédit utilisée pour l'achat et est devenu agressif quand je l'ai interrogé sur le décorum de la cabine. Elle avait complètement tordu le récit, peignant Alexandre comme un fauteur de troubles agressifs et non coopératif. C'était un mensonge, une caricature grotesque de la vérité, et Alexandre fut momentanément stupéfait par l'audace pure de cela. Marie ne regarda même pas Alexandre. Elle faisait implicitement confiance à son chef de cabine senior. Elle se tourna vers lui, son expression déjà empreinte d'un jugement sévère. « Monsieur, » dit-elle, sa voix dénuée de toute chaleur, « nous avons une procédure pour ces choses. Si vous ne pouvez pas vérifier votre achat de billets, et si mon chef de cabine estime que vous pourriez perturber le vol, nous avons le droit de refuser l'embarquement ou de vous réattribuer des sièges dans une cabine différente. » Les réattribuer. C'était l'humiliation ultime. Être jugé indigne, être expulsé de l'avant de l'avion sous le regard de tous les autres passagers. Alexandre regarda du visage inflexible de Marie à l'expression suffisante de Valérie. Il vit les larmes monter dans les yeux de Chloé. Il avait un choix. Il pouvait déchaîner la fureur qui se levait dans son ventre. Il pouvait passer un coup de téléphone et faire virer ces deux femmes avant même que les portes de la cabine ne soient fermées. Il pouvait faire s'abattre tout le poids écrasant de sa position sur elle ici et maintenant. Mais il regarda ses filles et vit leur peur. Une dispute publique avec des cris ne ferait que les terrifier davantage. Cela validerait la scène laide que Valérie avait créée. Cela transformerait leur voyage de rêve en cauchemar. Sa priorité, avant tout, était de les protéger. Le règlement de compte pouvait attendre, mais il viendrait. Il prit sa décision.
Il prit la voix haute, sachant que c'était un détour temporaire sur le chemin de la justice absolue. Très bien, dit Alexandre, le mot ayant le goût de cendre dans sa bouche. Réattribuez-nous. Faites ce que vous avez à faire. Les yeux de Valérie s'élargirent de triomphe. Elle avait gagné. Elle avait affronté le challenger et protégé la sainteté de sa cabine. Très bien, dit Marie en hochant la tête sèchement. Elle parla dans sa radio. Nous devons réattribuer 3 passagers de la première à l'économique. Oui, je reste en ligne. Elle regarda Alexandre avec une froide indifférence. Nous verrons ce qui est disponible. Développement. Le voyager. La marche de l'enclave feutrée de la première classe aux rangées animées et serrée de la classe économique sembla durer 1 kilomètre. Pour Alexandre Dubois, c'était un voyage d'humiliation profonde, pas pour lui-même, mais pour ses enfants. Chaque regard dans la cabine classe affaires qu'il traversait semblait les suivre, rempli d'un mélange de pitié et de curiosité. Les chuchotements étaient comme le bruissement de feuilles sèches, juste assez fort pour être ressentis, sinon pleinement compris. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'ils ont été expulsés de la première classe. Les petites filles ont l'air si tristes. Alexandre garda la tête haute, un bras protecteur autour de chacune de ses filles. Il projetait une aura de calme qu'il était loin de ressentir. À l'intérieur, une rage glaciale se formait, solide et immense. Il pouvait sentir le léger tremblement des épaules de Chloé et la façon dont Léa gardait son visage enfoui contre son côté, essayant de devenir invisible. Valérie Moreau ne l'avait pas seulement insultée. Elle avait volé la joie de ses enfants et l'avait remplacée par de la honte. C'était un péché impardonnable. Marie Fontaine les conduisit dans l'allée, son visage un masque d'efficacité bureaucratique. Nous avons une rangée ouverte, 34 bytes, C et D. Annonça-t-elle sans l'ombre d'une excuse, pointant vers un groupe de sièges au milieu d'une rangée près des offices et des toilettes. Les sièges étaient étroits, l'espace pour les jambes minimales. C'était à des années-lumière des suites privées qu'ils avaient laissées derrière eux. Les filles, qui avaient été si excitées par les lits dans le ciel, regardaient maintenant les sièges en tissu standard avec des visages abattus. Voilà, dit Marie, comme si elle leur avait fait une faveur. Elle lui tendit 3 nouvelles cartes d'embarquement en papier fin. Les hôtesses de l'air dans cette cabine prendront soin de vous. Elle se retourna et s'éloigna sans un regard en arrière. Son rôle dans le drame terminé, alors qu'Alexandre aidait les filles à s'installer, rangeant leurs petits sacs à dos sous les sièges. Il pouvait sentir les hôtesses de l'air de la cabine économique les regarder. L'histoire s'était probablement déjà répandue par le système de communication de l'équipage. Passagers à problème de première classe réattribués. Ils étaient marqués. Le passager qui avait le siège hublot, un jeune étudiant avec des écouteurs, leur jeta à peine un coup d'œil alors qu'il fourrait son propre sac sous le siège devant lui. Les portes de l'avion se scellèrent avec un sifflement pneumatique, les enfermant à l'intérieur de ce tube métallique de strates sociales et de jugements silencieux. Alexandre s'installa dans le siège du milieu, 34C, avec une fille de chaque côté. Il attacha leur ceinture de sécurité, ses grandes mains capables douces et rassurantes. « Papa, je n'aime pas ces sièges. » chuchota Léa, sa voix épaisse de larmes retenues. « Ils sont tout mous. »« Je sais, bébé. » apaisa Alexandre, caressant ses cheveux. « Mais tu sais quoi ? Peu importe où nous nous asseyons. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble et que nous allions toujours à Paris, n'est-ce pas ? Nous allons toujours voir les taxis s'abeilles et manger les crêpes au Nutella. » Il essayait de sauver ce qui restait de leur aventure, de reconstruire la magie que Valérie Moreau avait si négligemment brisée. Chloé, habituellement la plus stoïque des deux, laissa finalement couler une seule larme sur sa joue. Cette dame était méchante, dit-elle, sa lèvre inférieure tremblant. Pourquoi était-elle si méchante avec nous ? Comment pouvait-il expliquer la tapisserie complexe et laide des préjugés et des biais à une enfant de 8 ans ? Comment pouvait-il lui dire qu'une femme avait regardé leur famille et n'avait pas vu l'amour et l'excitation, mais une menace, une divergence, quelque chose qui n'avait pas sa place ? Parfois, dit Alexandre soigneusement, choisissant ses mots comme un homme désamorçant une bombe. Les gens ont des choses à l'intérieur de leur cœur qui sont sombres et tristes, et ils laissent cette obscurité déborder et essaient de gâcher le rayon de soleil des autres. Mais nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous devons garder notre propre rayon de soleil brillant. D'accord ? Les filles hochèrent la tête, ne comprenant pas complètement, mais prenant du réconfort dans la conviction de sa voix. Alors que l'avion commençait à rouler vers la piste, Alexandre appuya sa tête contre l'appui-tête et ferma les yeux. Il rejoint toute la scène dans son esprit, le ton condescendant, les accusations sans fondement, le regard suffisant de victoire sur le visage de Valérie. Il pensa aux principes fondateurs d'Aurore Airlines: dignité, respect, service. Ce n'étaient pas que des mots accrocheurs de marketing pour lui. C'étaient les piliers sur lesquels il avait bâti son empire. Aujourd'hui, ses propres employés avaient pris un marteau-piqueur sur ces piliers pendant que lui et ses enfants se tenaient dans les décombres. En première classe, Valérie Moreau présidait son domaine avec un sentiment renouvelé d'ordre.
Elle dirigeait une hôtesse de l'air junior pour offrir du champagne et du jus d'orange avant le départ. Elle ressentait un profond sentiment de satisfaction. Elle avait géré une situation difficile parfaitement. Elle avait identifié un problème potentiel des gens qui n'avaient clairement pas leur place et agissaient de manière suspecte et elle l'avait neutralisé. Elle avait protégé l'intégrité de sa cabine et le confort de ses passagers de grande valeur. Bon travail tout à l'heure, Valérie, commenta un collègue hôtesse de l'air, Marc, alors qu'il préparait la cabine pour le décollage. Il faut être vigilant, dit Valérie, lissant son uniforme déjà parfait. C'est un monde différent maintenant. Si on laisse glisser un standard, toute l'expérience se dégrade. Nos passagers de première classe paient des milliers d'euros pour cela. Ils paient pour la paix et la tranquillité, pas pour les perturbations. Elle regarda autour de la cabine sereine, maintenant un tableau parfait de tranquillité. Thomas Bernard en deux décroisa son regard. Il la regardait, non pas avec admiration, mais avec un regard de profonde déception. Il secouait légèrement la tête et se tourna pour regarder par la fenêtre. Le jugement silencieux dérangea Valérie pendant une seconde, mais elle l'écarta rapidement. Il ne comprenait pas les pressions de son travail. Il ne savait pas ce qu'il fallait pour maintenir l'excellence. Elle le savait. Les moteurs de la 380 montèrent en puissance avec un rugissement puissant, et le massif Vapareil s'élança sur la piste. Alors qu'il s'élevait dans le ciel lumineux de Provence, un gouffre s'ouvrit entre l'avant de l'avion et l'arrière. Un gouffre non seulement de confort et de luxe, mais de perception et de réalité. Au siège un byte, une suite en cuir vide restait comme un témoignage silencieux de la victoire de Valérie. Au siège 34C, Alexandre Dubois n'était pas vaincu. Il attendait. C'était un homme patient. Il avait construit une compagnie aérienne d'un seul avion loué à un géant mondial grâce à la patience, la stratégie et un sens infaillible du timing. Il savait que la vengeance était un plat qui se mangeait froid. Mais ce qu'il planifiait n'était pas juste de la vengeance. C'était un règlement de compte. C'était une correction de cap systémique fondamentale. Et cela commencerait dès qu'ils atterriraient. Développement. La préparation. Le vol de 90 minutes de Marseille à Paris s'étendit jusqu'à l'éternité. Pour Léa et Chloé, la douleur et la confusion initiale cédèrent lentement la place à l'ennui résilient des enfants. Elles regardèrent un film sur le petit écran du siège, partageant une paire d'écouteurs, leur tête appuyée contre les épaules de leur père. Alexandre fit de son mieux pour les mettre à l'aise, demandant aux hôtesses de l'air de classe économique des oreillers et des couvertures supplémentaires. Des demandes qui furent accueillies avec un service froid et perfunctoire. La nouvelle des passagers rétrogradés les avait clairement rendues méfiantes. Alexandre lui-même ne dormit pas et ne regarda pas de film. Il resta assis dans le siège du milieu exigu, une figure silencieuse et imposante d'immobilité, tandis qu'une tempête de pensées calculées faisait rage en lui. Il n'était plus seulement en colère. L'émotion brute et chaude s'était refroidie et aiguisée en un point de diamant dur. Ce n'était plus seulement à propos de Valérie Moreau et Marie Fontaine. Il s'agissait de la culture qui les avait créés, qui les avait habilités à agir sur leurs préjugés avec une telle impunité. C'était un cancer au sein de sa propre entreprise. Et il était le chirurgien qui allait l'exciser. Environ 1 heure après le début du vol. Une fois le service de repas terminé et les lumières de la cabine tamisées, il sut que c'était le moment. Les filles étaient absorbées par leur film, gloussant doucement devant un chien animé sur l'écran. Il prit son téléphone, un appareil simple et discret avec un système d'exploitation hautement crypté. Il paya le forfait Wi-Fi Premium, non pas avec une carte d'entreprise, mais avec sa carte personnelle. Il avait besoin d'une ligne propre et intraçable. Il parcourut ses contacts. Une liste qui pourrait faire trembler des gouvernements et bouger des marchés. Et s'arrêta sur un seul nom, Julien Mercier. Julien Mercier était le président directeur général d'Aurore Airlines. C'était un brillant dirigeant, perspicace et parfois impitoyable, qu'Alexandre avait personnellement débauché d'une compagnie rivale 5 ans auparavant. Julien dirigeait les opérations quotidiennes, répondant directement à Alexandre et au conseil d'administration. C'était un homme qui comprenait le pouvoir, et il comprenait que son pouvoir découlait entièrement de la confiance qu'Alexandre Dubois lui accordait. Un appel du numéro privé d'Alexandre, surtout pendant un vol, était l'équivalent corporatif d'une alerte nucléaire. Alexandre mit ses propres écouteurs et appuya sur le bouton d'appel, utilisant la fonction d'appel Wi-Fi. Ça sonna 2 fois. Alexandre. La voix de Julien était tranchante, instantanément alerte. Il n'y avait pas de préambule, pas de bonjour. Il savait que ce n'était pas un appel social. « Tout va bien. Où es-tu, Julien ?» dit Alexandre, sa voix basse et ferme, un contraste saisissant avec le bourdonnement ambiant de l'avion. « Je suis dans l'un de nos avions. » Un temps de silence à l'autre bout. « D'accord, lequel ?»« Vol 156 de Marseille à Paris. » Julien tapait probablement déjà, ses doigts volant sur un clavier. « Vol 156. Je ne vois pas ton nom sur le manifeste. Tu voyages sous un autre nom ?»
Non, répondit Alexandre. Mon nom est sur le manifeste, mais tu ne le trouveras pas dans la cabine première classe où il est censé être. Tu me trouveras, moi, ma fille de 8 ans et mon autre fille de 8 ans au siège 34 bytes, 34C et 34D. Le silence à l'autre bout de la ligne était maintenant lourd d'une compréhension stupéfaite. Julien Mercier connaissait Alexandre Dubois. Il connaissait ses filles. Il savait ce que ce voyage à Paris signifiait. Et il savait que pour que le président du conseil d'administration soit assis dans un siège du milieu en classe économique avec ses jumelles, quelque chose s'était passé de catastrophique, d'apocalyptique. Alexandre, que s'est-il passé? La voix de Julien était maintenant teintée d'une terreur froide. Alexandre ne cria pas. Il ne récrimina pas. Il raconta simplement les événements avec la clarté des passionnés d'un sténographe judiciaire. Il décrivit l'insinuation initiale du chef de cabine Valérie Moreau à la porte d'embarquement. Son blocage de leur entrée dans l'avion, ses accusations de fraude aux billets, ses commentaires désobligeants sur ses enfants, et l'humiliation finale d'être réattribué avec la complicité totale de la superviseure de porte Marie Fontaine. Il raconta l'histoire sans émotion, ce qui rendait les faits d'autant plus accablants. Alors qu'il parlait, il pouvait pratiquement entendre le sang se vider du visage de Julien Mercier à 800 km de là. Il décrivait une défaillance de service si profonde, si personnelle qu'elle constituait une agression directe contre le propriétaire de l'entreprise et sa famille. Quand Alexandre eut fini, il y eut une longue pause. Je suis sans voix. Réussit finalement à dire Julien, sa voix tendue. Alexandre, je suis tellement désolé. C'est inacceptable. C'est impensable. Oh, c'est très pensable, Julien. Rétorqua Alexandre, une pointe d'acier dans le ton. C'est arrivé. Et je dois supposer que si cela peut m'arriver à moi, cela peut arriver à n'importe quelle autre famille noire volant sur ma compagnie aérienne. Il ne s'agit pas seulement de 2 employés. C'est une pourriture culturelle, et nous allons la corriger à partir d'aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin, dit instantanément Julien. Que veux-tu que je fasse? C'était le moment. Nous sommes censés atterrir à Charles de Gaulle à 17h45 heure de Paris. Je veux que tu sois à la porte d'embarquement. Pas dans le salon, pas dans une voiture sur le tarmac. Je veux que tu te tiennes au bout de la passerelle où les passagers débarquent. Je veux que tu aies avec toi le chef des opérations au sol de CDG, le chef de la sécurité de l'aéroport, et une liste imprimée complète de chaque membre d'équipage sur ce vol. Du commandant de bord au personnel de cabine junior. Je veux aussi que tu obtiennes une déclaration d'un passager au siège 2D. Son nom est Thomas Bernard. Je crois qu'il a été témoin de tout l'échange initial. C'est fait, dit Julien sans hésitation. Je serai là. Nous aurons une voiture prête pour toi et les filles. Non, dit Alexandre. Nous prendrons un taxi. Il ne s'agit pas d'obtenir un traitement VIP après coup. Il s'agit de responsabilité. Après m'avoir rencontré, je veux que tout l'équipage de vol, pilote et personnel de cabine, soit débriefé. Ils ne doivent pas quitter l'aéroport. Ils doivent être informés qu'ils assisteront à une réunion d'examen obligatoire demain matin au siège social. 8 heures précises. Mon bureau. Tout l'équipage? Demanda Julien, légèrement pris de court. Chaque membre. Confirma Alexandre. Un poisson pourri par la tête, Julien. Je veux savoir qui a vu ce qui s'est passé et n'a rien fait. La complicité est tout aussi grave que l'acte lui-même. Et une dernière chose. N'importe quoi. En aucun cas le chef de cabine Valérie Moreau ou la superviseure Marie Fontaine ne doivent être informés de mon identité. On doit leur dire seulement qu'il y a eu une plainte grave de service client du vol et qu'un examen complet est en cours. Je veux voir leur visage demain matin quand elles entreront dans cette salle de réunion et me verront assis au bout de la table. Je veux qu'elles comprennent l'ampleur totale de leur erreur. Un frisson froid parcourut l'échine de Julien. Ce n'était pas qu'un ordre de licenciement. C'était une démolition. Je comprends parfaitement, Alexandre, dit Julien, sa voix sinistre. Je m'en occuperai personnellement. Je te verrai à la porte d'embarquement. Bien, dit Alexandre, et il mit fin à l'appel. Il appuya sa tête en arrière, prenant une lente et profonde inspiration. La première roue de la justice était maintenant en mouvement. Il regarda ses filles, qui s'étaient finalement endormies, leurs petits visages paisibles dans la lumière tamisée de la cabine. Il tira doucement une couverture sur elles. Son combat n'était pas pour sa propre fierté. C'était pour elles. C'était pour le monde dans lequel il voulait qu'elles grandissent. Un monde où leur valeur n'était pas déterminée par la couleur de leur peau ou les suppositions d'une femme en quête de pouvoir. En première classe. Valérie Moreau préparait méticuleusement son rapport d'atterrissage. Elle nota le vol en douceur, l'absence de tout problème dans sa cabine, et le service globalement excellent. Dans la section des incidents, elle écrivit « Problème de siège mineur avec 3 passagers résolus avant le départ ». Elle sourit, satisfaite de son résumé concis et professionnel. Elle n'avait aucune idée qu'elle n'écrivait pas seulement un rapport de vol.
Elle écrivait sa propre nécrologie corporative. Conclusion, la révélation alors que le vol 156 commençait sa longue descente gracieuse vers la galaxie urbaine tentaculaire de Paris. L'ambiance dans l'avion changea. Les lumières de la cabine s'allumèrent, les ceintures de sécurité furent bouclées, et les hôtesses de l'air commencèrent leur préparation finale pour l'atterrissage. En première classe, Valérie Moreau se déplaçait avec une aisance pratiquée, collectant les verres et offrant des serviettes chaudes à ses passagers. Elle dégageait un air d'autorité calme, la professionnelle consommée terminant un vol impeccable. Elle ressentait une fierté discrète pour la façon dont elle avait géré l'irrégularité avant le décollage. La cabine avait été une oasis paisible pendant tout le voyage. Elle avait fait son travail parfaitement. En classe économique, Alexandre Dubois réveilla doucement ses filles. « Nous y sommes, mes amours », chuchota-t-il. « Nous sommes à Paris. » Léa et Chloé s'agitèrent, clignant des yeux de sommeil avant de presser leur visage contre le petit hublot ovale. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous d'elles comme un tapis de diamants éparpillés. Leur tristesse antérieure fut momentanément oubliée, remplacée par l'émerveillement pur de la vue. La magie revenait. Alexandre ressentit une petite mesure de soulagement. L'avion toucha le sol à l'aéroport Charles de Gaulle avec une légère rescousse et un rugissement d'inverseur de poussée. Alors qu'il roulait vers le terminal, Valérie fit l'annonce finale de bienvenue. Sa voix lisse et confiante sur le système de sonorisation. Au nom d'Aurore Airlines et de tout cet équipage, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à Paris. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol avec nous et nous espérons vous revoir bientôt. Quand l'avion s'arrima finalement à la porte d'embarquement et que le signal de ceinture de sécurité s'éteignit avec un ping, il y eut la ruée habituelle d'activité. Alexandre, cependant, ne fit aucun mouvement pour se lever. « Nous allons attendre, » dit-il aux filles. « Laissons tout le monde descendre en premier. Pas besoin de se précipiter. » Il voulait être l'un des derniers à débarquer. Il voulait que la scène soit parfaitement préparée. À l'avant, Valérie se tenait à la porte, disant heureux aux passagers de première classe. « Aura, monsieur Dubois. Merci d'avoir volé avec nous. Passez un merveilleux séjour à Paris, Madame Laurent. » Elle était l'image de l'hospitalité gracieuse. Alors que Thomas Bernard du siège 2 dépassait devant elle, il s'arrêta un moment. Il la regarda directement dans les yeux, son expression indéchiffrable. « Vous devriez savoir, » dit-il, sa voix basse et sérieuse, que la façon dont vous avez traité cette famille, ce père et ses 2 petites filles, était l'une des choses les plus non professionnelles et méprisables que j'ai jamais vues dans un avion. Valérie fut prise de court, son sourire en plastique se figeant sur son visage. « Monsieur, je suivais simplement la procédure. »« Non, » coupa Thomas Bernard. « Vous étiez une brute et j'espère que vous êtes fière de vous. » Il se retourna et monta la passerelle d'embarquement sans un autre mot. Valérie fut momentanément stupéfaite, ses joues rougissant de colère. Qui était-il pour lui faire la leçon? Un autre passager privilégié qui ne comprenait pas les règles. Elle se recomposa rapidement alors que le flot de passagers de classe affaires et économique commençait à défiler. Au moment où la famille Dubois arriva à l'avant, l'avion était presque vide. Valérie les vit venir et son visage se durcit. Elle les ignora ostensiblement, se tournant pour parler à une autre hôtesse de l'air des vérifications après vol. Elle ne leur accorderait même pas la courtoisie d'un au revoir. Alexandre s'en fichait. Il tenait les mains de ses filles et sortit de l'avion dans la passerelle d'embarquement. Et c'est alors que Valérie, jetant un coup d'œil par la porte, le vit. Au bout de la passerelle d'embarquement, là où elle rencontrait le terminal, se tenait un comité d'accueil formidable. Il y avait 4 hommes en costume sombre et élégant. L'un d'eux était Julien Mercier, le PDG d'Aurore Airlines, son visage un masque sinistre et sans sourire. À côté de lui se trouvait le directeur général de l'aéroport et 2 hauts responsables de la sécurité de l'aéroport de Paris. Il ne regardait pas les derniers passagers traînards. Il regardait directement. Et avec une intense concentration l'homme discret, dans le pull cachemire tenant les mains de ses 2 filles. La première pensée de Valérie fut que l'homme devait être un agent fédéral infiltré, ou qu'il était discrètement arrêté. C'était la seule explication qui avait du sens dans son esprit. Elle regarda, sa curiosité piquée. Alors qu'Alexandre s'approchait du groupe, Julien Mercier s'avança, sa posture un mélange de déférence et d'urgence extrême. « Monsieur Dubois », dit Julien, sa voix tendue de stress. « Au nom de toute l'entreprise, je veux vous présenter mes excuses les plus profondes et les plus sincères pour ce que vous et vos filles avez enduré aujourd'hui. » Alexandre hocha simplement la tête, son expression indéchiffrable. Valérie Moreau, toujours en train de regarder depuis la porte de l'avion, sentit le monde basculer sur son axe. « Monsieur Dubois ». Le nom résonna dans son esprit. Dubois, comme dans le groupe Dubois. La société mère qui possédait Aurore Airlines, comme dans Alexandre Dubois. Le fondateur, le propriétaire, l'homme dont la photo était à la première page de leur manuel d'orientation corporative.
Une photo qu'elle n'avait pas regardée depuis des années. Une vague de nausée la submergea. Son sang se glaça. L'air dans ses poumons sembla se transformer en glace. Ce ne pouvait pas être. C'était impossible. Elle regarda à nouveau l'homme. L'homme qu'elle avait accusé de fraude. L'homme dont elle avait insulté les enfants. L'homme qu'elle avait expulsé de la première classe. Traité avec la plus grande révérence par le PDG. Son esprit rejoua frénétiquement chaque interaction. Ses propres mots condescendants. Sa colère calme et contrôlée. Son sentiment de victoire suffisant. La réalité horrifiante et complète de son erreur s'abattit sur elle avec la force d'un coup physique. Ses jambes se sentirent faibles, et elle dut s'agripper au chambranle de la porte pour se soutenir. Les autres hôtesses de l'air, rassemblant leurs affaires dans l'office, remarquèrent l'agitation. « Que se passe-t-il » demanda l'une d'elles. Valérie ne pouvait pas parler. Elle pointa simplement d'un doigt tremblant. En bas de la passerelle d'embarquement, le drame se déroulait sous les yeux de tous ceux qui étaient encore dans la zone de la porte d'embarquement. Julien Mercier parlait à voix basse et sérieuse à Alexandre, qui écoutait patiemment. Il s'agenouilla ensuite pour parler à Léa et Chloé. « Les filles, dit Julien, sa voix douce. Je suis Julien. Je suis un ami de votre papa. Je suis tellement désolé que votre vol n'ait pas été amusant aujourd'hui. Nous allons nous assurer que cela n'arrive plus jamais, jamais. » De l'arrière du petit groupe de passagers économiques qui venait d'entrer dans le terminal, quelques personnes qui avaient été témoins de la confrontation initiale virent maintenant ce nouveau développement. Les chuchotements commencèrent instantanément. « Attends, c'est le type de l'avant de l'avion. Regarde tous ses costumes. Qui est-il ? Le PDG vient de s'excuser auprès de lui. Le PDG. » Le moulin à rumeurs commença à tourner. L'histoire se répandant comme une traînée de poudre parmi les passagers débarquants. Le père et ses enfants qui ont été déplacés à l'arrière. Il s'avère qu'ils possèdent toute la foutue compagnie aérienne. Valérie regardait, figée, alors qu'Alexandre Dubois regardait finalement en arrière vers l'avion. Ses yeux froids et clairs croisèrent les siens à une trentaine de mètres de distance. Ce n'était pas un regard de colère ou de triomphe. C'était un regard de pur jugement despassionné. C'était le regard qu'un dieu pourrait donner à un microbe juste avant de l'effacer de l'existence. Dans ce seul regard silencieux, Valérie Moreau sut que sa carrière était terminée. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Et le pire, c'était qu'elle savait avec une certitude qui la glaçait jusqu'aux os qu'elle méritait chaque parcelle de ce qui allait venir. La tempête était arrivée. Et elle se tenait à son épicentre absolu. Conclusion: le jugement le lendemain matin. La salle de réunion principale du siège social parisien d'Aurore Airlines était épaisse d'une tension nerveuse. Tout l'équipage de vol et de porte du vol 156 avait été convoqué pour un examen obligatoire à 8 heures du matin. Et ils étaient assis autour de la vaste table en acajou, chuchotant anxieusement. Valérie Moreau et Marie Fontaine étaient assises côte à côte. Leur tentative de projeter un comportement professionnel ne parvenant pas à masquer la pure panique dans leurs yeux. La révélation de la veille à la porte d'embarquement avait été un cauchemar réveillé. Et elles savaient toutes les deux qu'elles étaient sur le point de faire face à un jugement dont il n'y avait pas d'appel. À précisément 8 heures, les portes s'ouvrirent. Julien Mercier, le PDG, entra en premier, son visage un masque de granit de désapprobation. Il se déplaça sur le côté de la salle, se tenant comme une sentinelle. Puis Alexandre Dubois entra. Fini le père discret dans le pull cachemire. À sa place se tenait le président du conseil d'administration, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé qui rayonnait d'autorité. Il se dirigea vers le bout de la table avec une confiance calme et délibérée qui fit instantanément taire la salle. L'équipage le fixa, leur visage se vidant de leur couleur alors qu'ils comprenaient enfin véritablement l'identité de l'homme qu'il avait permis d'être humilié. Alexandre laissa le lourd silence s'étirer un moment avant d'ouvrir un dossier sur la table devant lui. « Bonjour, dit-il, sa voix calme mais résonnante. Je suis Alexandre Dubois. Je possède cette compagnie aérienne. Hier, mes filles de 8 ans et moi étions passagers sur votre vol. » Il fit une pause, son regard balayant l'équipage avant de se poser avec une intensité de laser sur Valérie Moreau. Tout son corps tressaillit. C'était censé être un voyage spécial. Continua Alexandre, sa voix dangereusement douce. Au lieu de cela, c'est devenu une leçon de choses sur les préjugés, un exercice d'humiliation. Mademoiselle Moreau, j'ai votre rapport après vol. Vous décrivez les événements comme un problème de siège mineur. Clarifions ce que vous considérez comme mineur. Le visage de Valérie était devenu un gâchis pâle et cendré. Elle essaya de parler, mais sa gorge était verrouillée par la peur. « Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire, » dit Alexandre, sa voix coupant sa paralysie. « Vous avez commencé par humilier publiquement ma famille à la porte d'embarquement. Vous avez ensuite physiquement bloqué notre entrée dans la cabine première classe, suggérant que nous avions obtenu nos billets frauduleusement.
Vous avez remis en question la présence même de mes enfants, citant le décorum, une insulte à peine voilée. Quand je me suis calmement tenu ferme, vous avez menti à votre supérieure, Madame Fontaine, me dépeignant comme agressif pour justifier vos actions. Enfin, vous nous avez fait retirer de nos sièges payés. Est-ce un résumé exact de votre problème mineur? Dame, larmes coulaient maintenant sur le visage de Valérie. Monsieur Dubois, je ne savais pas que c'était vous. J'essayais juste de suivre la procédure. La procédure? La voix d'Alexandre était tranchante comme du verre. Il n'y a aucune procédure dans cette entreprise qui appelle à l'intolérance. Il n'y a aucune règle qui permet à un employé de profiler une famille en fonction de sa race ou de sa tenue vestimentaire. Vous ne suiviez pas de procédure. Vous agissiez sur vos propres suppositions laides. Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez jugé. Il déplaça son regard vers Marie Fontaine, qui tremblait visiblement. Et vous, Madame Fontaine? Le rôle d'un leader est de rechercher la vérité. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes arrivé, avez accepté un rapport biaisé et faux en question, et avez immédiatement rendu un jugement. Votre échec n'était pas une simple erreur. C'était un abandon complet de votre responsabilité. Enfin, il regarda le reste de l'équipage silencieux et honteux. Pour le reste d'entre vous, vous avez vu ce qui se passait. Vous avez vu une famille, 2 petites filles être traitées avec manque de respect, et vous n'avez rien fait. Votre silence vous a rendu complice. Il a cautionné le comportement et lui a permis de s'intensifier. Une culpabilité lourde s'installa sur la salle. Il avait raison. Ils avaient tous été des spectateurs de l'injustice. Alexandre Dubois se pencha en arrière dans sa chaise. Ce comportement est une maladie dans mon entreprise. Aujourd'hui, nous commençons le remède. Julien Mercier s'avança, sa voix résonnant avec autorité. Avec effet immédiat, l'emploi de Valérie Moreau chez Aurore Herline est résilié. Marie Fontaine, vous êtes rétrogradée de votre poste de superviseur et placée sous examen probatoire de 12 mois. Le reste de cet équipage sera inscrit à un programme obligatoire intensif de formation anti-préjugés et de sensibilité. L'échec à le réussir entraînera une résiliation. Le verdict était stupéfiant dans sa sévérité. Mais Alexandre Dubois leva la main. Il n'avait pas fini. Cela ne sera pas balayé sous le tapis, dit-il, sa voix maintenant froide de détermination. Enfin, votre échec, Mademoiselle Moreau, est sur le point de devenir votre héritage. Nous lançons une refonte complète de notre formation au service client à l'échelle de l'entreprise. Ce sera un programme de plusieurs millions d'euros appelé l'initiative Léa et Chloé. Et son programme de base sera une étude de cas détaillant les événements du vol 156. Utilisé pour enseigner à chaque employé de cette compagnie aérienne ce qui se passe lorsque les préjugés ne sont pas contrôlés. Vos actions serviront d'exemple ultime de ce qu'il ne faut pas faire. Vous serez une note de bas de page anonyme, mais votre échec éduquera cette entreprise pour la prochaine décennie. C'était le coup dévastateur final. Une justice karmique si complète qu'elle était à couper le souffle. Elle ne serait pas seulement oubliée. Sa honte serait immortalisée comme une leçon. Vous êtes tout renvoyé, dit Alexandre. Mademoiselle Moreau, la sécurité vous escortera hors du bâtiment. Alors que l'équipage secoué sortait, Valérie Moreau resta, une figure effondrée de ruines. 2 agents de sécurité s'approchèrent de sa chaise, leur présence une confirmation finale silencieuse que son monde venait de prendre fin. Elle avait gardé un cordon de velours seulement pour découvrir qu'elle avait barré le roi de son propre château. Et dans le processus s'était exilée elle-même pour toujours. Épilogual retombé du règlement de compte de la salle de réunion fut rapide et sismique. En quelques heures, Julien Mercier avait publié un mémo à l'échelle de l'entreprise annonçant l'initiative Léa et Chloé. Le langage était sans compromis. Il parlait d'une défaillance de service profonde au plus au niveau de l'entreprise et d'un engagement renouvelé et inébranlable envers la dignité, le respect et l'inclusivité pour tous les passagers. Cela envoya une onde de choc à travers toute l'organisation. Le message était parfaitement clair, l'ancienne façon de penser était terminée. L'ère des suppositions et des préjugés était morte. L'histoire finit inévitablement par fuiter. Un membre anonyme de l'équipage de vol, secoué et impressionné par les actions d'Alexandre Dubois, parla à un journaliste. L'histoire du propriétaire de la compagnie aérienne expulsée de sa propre cabine première classe devint une sensation médiatique instantanée. C'était une fable moderne de karma et de justice corporative. Aurore Herline, au lieu de subir un cauchemar de relations publiques, fut louée pour sa transparence et son action décisive. Les réservations augmentèrent alors que le public se ralliait à une entreprise qui n'était pas seulement prête à admettre ses défauts, mais à nommer toute une initiative à l'échelle de l'entreprise d'après les enfants qui avaient été lésés. L'initiative Léa et Chloé devint un symbole de changement positif. Pour Valérie Moreau, les conséquences furent une chute libre dans l'obscurité. Licenciée pour faute grave avec ses actions destinées à devenir une référence dans l'industrie, elle fut effectivement mise sur liste noire.
Aucune autre grande compagnie aérienne ne voulait d'elle. La carrière à laquelle elle avait consacré sa vie, la source de sa fierté et de son identité, disparut du jour au lendemain. Elle perdit son appartement dans une tour avec vue, forcée de prendre un emploi de caissière dans un magasin de discount pour joindre les deux bouts. Chaque jour, alors qu'elle scannait des articles et offrait des sourires polis et forcés, elle était hantée par le souvenir de deux petites filles avec des tresses perlées et de l'homme calme et puissant qu'elle avait si gravement mal jugé. Sa punition n'était pas seulement la perte d'un emploi, c'était le poids écrasant quotidien de son erreur irréversible. Marie Fontaine accepta sa rétrogradation dans un silence humble. Elle excella dans le nouveau programme de formation, devenant l'un de ses défenseurs les plus ardents, désespéré d'expier son échec de leadership. Elle apprit à écouter, à questionner et à voir la personne au-delà du billet. Quelques mois plus tard, Alexandre Dubois marchait avec ses filles dans les jardins du Luxembourg. Les feuilles d'automne étaient une émeute de rouge et d'or. Elles venaient de descendre du sommet de la tour Eiffel, et les filles étaient pleines d'excitation, tenant des crêpes au Nutella dans leurs mains. Le voyage qu'elles étaient censées faire était enfin complet. « Papa » dit Léa en levant les yeux vers lui. « Tu te souviens de cette dame méchante dans le premier avion ?»« Oui » dit Alexandre, son cœur se serrant légèrement. « Tu l'as renvoyée ?» demanda Chloé avec la logique simple et directe d'un enfant. Alexandre s'agenouilla pour être à leur niveau. « Oui, je l'ai fait » dit-il honnêtement. Mais nous avons fait quelque chose de plus important. À cause de ce qu'elle a fait de mal, et parce que vous deux avez été si courageuses. Nous avons créé un nouvel ensemble de règles pour toute la compagnie aérienne pour nous assurer que tout le monde soit toujours traité avec gentillesse. Cela porte votre nom. Ça s'appelle l'initiative Léa et Chloé. Les yeux des filles s'élargirent. C'est nommé d'après nous, demanda Chloé avec émerveillement. C'est exact, dit Alexandre, un sourire fier sur son visage. Parce que vous deux m'avez rappelé ce qui est le plus important. Ce n'est pas là où vous vous asseyez dans un avion. C'est comment vous traitez les gens. Et nous allons nous assurer que notre compagnie aérienne est la meilleure au monde pour être gentille. En cet instant, la dernière ombre de l'incident se leva finalement. Le souvenir les avait été transformé. Ce n'était plus une histoire d'humiliation. C'était une histoire de leur pouvoir. C'était un témoignage du fait que même une expérience douloureuse pouvait être la graine de quelque chose de bon et de durable. Plus tard cette semaine-là, de retour dans son bureau, Alexandre trouva un colis sur son bureau. Il venait de Thomas Bernard, le passager du siège 2D. À l'intérieur se trouvait un simple mot et un livre pour enfants sur Paris. Le mot disait « Monsieur Dubois ». J'étais sur le vol 156. Je voulais dire combien j'admirais votre retenue et votre dignité dans une situation où je sais que je n'en aurais eu aucune. Ce que j'ai vu après notre atterrissage à CDG a réaffirmé ma foi que parfois la justice prévaut. S'il vous plaît, donnez ceci à vos filles. Elles ont de la chance d'avoir un père qui non seulement possède une compagnie aérienne, mais sait comment la diriger dans la bonne direction. Sincèrement, Thomas Bernard. Alexandre Dubois sourit. Il regarda la photo encadrée sur son bureau de Léa et Chloé, leur visage brillant de rire. Il avait construit un empire d'acier et d'ailes, mais sa vraie fondation, il le savait, serait toujours construite sur la dignité. Le ciel était son affaire, mais ses filles étaient son monde, et il remuera ciel et terre pour les protéger toutes les deux.